Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième webinaire organisé par le colloque en agroforesterie cette année. Donc aujourd'hui, on accueille Jean Rondet qui va nous parler donc de mycosylviculture. Donc pour le présenter un peu, c'est un ingénieur agronome et forestier avec une formation universitaire donc en biologie, en botanique, en écologie et en mycologie. Donc il a enseigné dans un lycée agricole et forestier. Donc pour les Québécois pardon, qui nous regardent, le lycée, c'est à peu près entre 15 et 18 ans et les lycées agricoles, c'est vraiment pour des formations, professionnelles. Donc après ça, il a été chargé de mission, auprès de l'Union Grand Sud des communes forestières. Donc ça fait à peu près une trentaine d'années, qu'il s'implique dans la valorisation territoriale des champignons et aujourd'hui, il est consultant et directeur de l'entreprise Sens et Territoires, en plus d'être membre actif de l'European Mycological Institute, en anglais, désolée pour l'accent. Et donc, je vais lui laisser la parole pour nous parler de mycologie, de mycosylviculture plus précisément, et surtout du potentiel que ça peut représenter pour certains enjeux auxquels s'adresse aussi l'agroforesterie. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence à tous. Oui, enchanté, merci beaucoup. Donc, c'est un honneur et un plaisir hein, de parler à des Québécois de loin comme ça, c'est très émouvant. Je connais un petit peu le Québec, on a travaillé aussi avec des Québécois dans nos projets, et donc je vous en parlerai un petit peu en cours de route. Je fais un partage d'écran, là, tu me dis peut-être, Roman, comment ça marche là, parce que là, pour l'instant, je vois tous les noms. Oui, normalement, tu peux commencer à partager ton écran en bas. D'accord, ok. Est-ce que c'est bon là? Ok. Oui, là, c'est bon, on voit bien, c'est en plein écran. Ok, tu me diras si le son aussi. Voilà. Ouais, on t'entend bien. Donc, encore une fois, c'est un très grand plaisir hein, de faire cette présentation et de répondre éventuellement aux questions qui seront posées après. On a très envie avec les gens de l'Institut mycologique européen, en particulier Fernando Martinez Peña, qui apparaît là. Il manque le tilde sur le N, d'ailleurs, je vois. On a très grand plaisir à avoir travaillé un petit peu avec les Québécois, avoir reçu un groupe très, très intéressant il y a peut-être 2 ans presque maintenant, en Castille et Léon. Et puis, on sera très heureux de pouvoir participer dans l'avenir s'il y a possibilité. Voilà. Et donc, le thème de cet exposé, j'essaierai de faire des liens avec la notion d'agroforesterie, puisque là, on est plutôt sur des histoires de forêt, mais en fait, on s'intéresse aussi également à cette question en relation avec les espaces ruraux, les espaces cultivés, les haies, les bosquets, etc. Donc, c'est un thème évidemment important. Voilà. Le plan de cette petite conférence, le voici. Donc, l'idée que je voudrais vous présenter, c'est un petit peu celle-ci. En France, il se trouve que pour des raisons de dynamique forestière, d'exode rural qui a fait que les territoires ont été reboisés, il y a eu une conséquence, c'est qu'il y a eu énormément de champignons comestibles pendant un moment et que ça a été une ressource très importante pour beaucoup de territoires ruraux, en particulier dans le massif central de la France, mais également dans les Alpes, également dans les Pyrénées. C'est toutes les zones où il y a eu un exode rural important et qui se sont trouvées reboisées. Et puis, évidemment, la dynamique forestière évoluant encore, les forêts n'étant pas très entretenues, cette manne, en fait, très importante, a disparu ou est en train de disparaître. Donc, ça nous permet de voir, d'avoir un exemple de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, à l'image de ce qui était fait hier, comment faire pour retrouver finalement cette ressource économique. La stratégie globale pour arriver à impliquer les acteurs, c'est pas facile parce que le monde du bois, vous le savez, les acteurs forestiers n'ont pas ni la connaissance ni souvent la motivation pour s'intéresser à la ressource en champignons comestibles. Donc, quelle est la stratégie? On verra pour essayer de convaincre les gens, convaincre les techniciens, convaincre les élus des territoires et convaincre les territoires à s'intéresser à ceci. Troisièmement, au-delà de la stratégie globale, bien, comment on s'organise très concrètement. Donc, on verra quelques exemples en fait français, espagnols pour cela.
et puis pour illustrer cette question. Et puis, une question très importante qui justifie encore plus qu'on échange ce soir, c'est la coopération entre les territoires. Le premier point, la conséquence d'une absence de gestion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié un S à ressources, tu vois. Là, on a une vision de une forêt, c'est une vision un petit peu illustrée, une forêt d'épicéas, en fait, Epicéa abies, en fait, qui a beaucoup produit de cèpes dans des jeunes épicéas. Vous connaissez ça en Gaspésie, en fait. Ça a produit énormément de cèpes dans le Massif central, dans les Alpes, dans le Jura, dans tous les massifs de montagne. Et puis, c'est ces forêts qui se sont refermées, qui n'étaient pas non plus à leur place d'un point de vue climatique, qui ont finalement, après les années 90, où il y avait énormément de production, eh bien, ça a disparu. Qu'est-ce qui se passe quand on ne tient pas compte de la gestion de la ressource en champignons sauvages? Il y a une conséquence, en fait, en termes de gestion forestière. Ce n'est pas une conséquence pour les champignons comestibles simplement, c'est une conséquence sur les écosystèmes. Vous avez bien étudié ça au Québec, avec en particulier l'Université de Laval. Hein, donc, je vous renvoie à tous ces travaux pour lesquels vous êtes pionniers en fait, au Québec. Hein, mais bon, je me permets, parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent un peu moins bien ce soir les champignons que d'autres sujets. Donc, je me permets de détailler un tout petit peu et peut-être dans les questions y revenir après. Donc, en fait, la gestion forestière ne tient pas compte des fonctions écologiques des champignons. C'est très rare que des ingénieurs forestiers ou des élus, des propriétaires forestiers se disent, tiens, quand on gère une forêt, on ne gère pas que des arbres, on gère aussi, bien sûr, des systèmes racinaires. Mais associés à ces systèmes racinaires, vous avez des centaines de champignons qui ont une fonction extrêmement importante qu'on va voir un tout petit peu après. Donc, pourquoi c'est cela, alors qu'on connaît les fonctions des champignons depuis très longtemps, un siècle, et en tout cas depuis 40-50 ans, il y a énormément de travaux, mais il y a un défaut de transfert de connaissances. Je parle de la France, mais je pense que je parle de beaucoup de pays. Et puis, il y a le poids des pratiques anciennes. Vous savez, en agriculture, il y a une sorte d'inertie très forte. Pour changer de système, c'est très long. Alors, en forêt, c'est pareil en réalité. Qu'est-ce qui se passe avec les champignons pour les gens qui connaissent un peu moins bien? Eh bien, les champignons, j'aime bien ce schéma. Je fais de l'autosatisfaction là à cet instant. C'est comment représenter très simplement l'importance des champignons? C'est dire en fait les arbres, ils ne se nourrissent pas directement dans le sol, ils se nourrissent à travers une interface de champignons. Cette interface permet en réalité aux arbres de s'approvisionner en minéraux, en azote. On en parle souvent, mais on doit parler en premier lieu de l'eau, surtout en période de changement climatique. C'est les champignons qui nourrissent, qui sont les alliés des arbres pour les nourrir en eau. En retour, les arbres, vous savez ça, fournissent aux champignons donc une part de leur production de molécules de la photosynthèse, donc c'est 20-30%, hein, c'est beaucoup. Mais en échange, évidemment, sans champignons, il n'y a pas d'arbres en réalité. Surtout, vous êtes bien placé avec certaines forêts boréales là, qui sont très dépendantes des champignons, mais c'est vrai aussi pour tous les champignons, tous les arbres de la planète à peu près. Et comment ça se passe? Eh bien, cette photosynthèse, elle alimente les arbres et puis elle alimente également l'interface fongique. Quelques images, mais encore une fois, je vous renvoie à tous les travaux qui sont faits au Québec ou ailleurs. Donc, dans le sol, il y a des quantités de mycorhizes. Un peuplement, c'est souvent 200, voire plus de champignons mycorhiziens, c'est-à-dire qu'ils développent des mycorhizes. Ce sont ces petits organes-là qui font 2, 3, 4 mm de long. Ce sont des petites radicelles qui sont envahies de champignons, en fait. Et il y en a autant de sortes que d'espèces de champignons, et même d'une naissance d'arbre à l'autre, avec un même champignon, comme cette Amanite tumouche là, qui est au milieu, eh bien, la morphologie ne sera pas la même, en plus, selon l'arbre. Donc, tout ceci est très complexe. Pourquoi il y a cette diversité de champignons? Eh bien, parce que chaque champignon, bien qu'il ait les mêmes fonctions générales, c'est-à-dire alimenter l'arbre en eau, par exemple, eh bien, ils ont des capacités enzymatiques très différentes, qui fait qu'ils ont des fonctions quand même, quand on va dans le détail, ils ont des fonctions très différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement en allant très vite sur les fonctions des champignons mycorhiziens? On oublie des fonctions qui sont également très importantes, mais on prend les principales. Donc, assurer la nutrition des arbres et puis également assurer les échanges entre les arbres. Alors là encore, au Canada, plus largement, vous êtes très bien lotis parce que vous avez des équipes qui travaillent là-dessus et vous êtes très pionniers aussi là-dessus. C'est un monde très mystérieux
qu'on découvre et les interactions entre les différents arbres d'un peuplement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement ignoré, et donc c'est ignoré en particulier de beaucoup de pratiquants hein, de la forêt, parce que c'est complexe tout simplement. Là, l'idée, là, j'illustre simplement par ces 3 champignons que, bon, vous avez compris que les Français aiment bien les cèpes, comme les Québécois, je crois. Et c'est 90% des champignons hein, qui sont consommés, c'est des cèpes, hein, en fait, en France. Les Espagnols se partagent entre les cèpes et puis les lactaires à lait orange. Donc, c'est 50-50, ou 45-45, on oublie tous les autres qui arrivent, les girolles, etc. C'est très apprécié, mais c'est des quantités beaucoup plus petites. Donc là, vous avez 3 cèpes, j'aurais pu mettre le 4e, qui sont des cèpes qui ont une écologie différente et qui pourtant vivent sous les mêmes peuplements forestiers. Donc, à différents moments de l'année, à différents moments de l'année, vous avez par exemple à droite le Boletus pinophilus, qui est là sous des pins laricio, en Corse, en plein mois d'août. Il n'a pas plu depuis un mois, le sol est complètement bouleversé par les cochons et les sangliers, c'est une catastrophe, et pourtant, ce cèpe qui se trouve dans un sol très sec, il arrive à fonctionner parfaitement. La preuve, quand on regarde les carpophores, les fructifications, dit aussi les sporophores, on voit de très beaux sporophores. Ça veut dire que le réseau de mycélium qui alimente l'arbre en eau, eh bien, ce réseau de mycélium fonctionne bien malgré cette sécheresse. Alors qu'à gauche, vous avez le Boletus sylvis qui aime les sols plus humides. Comment cette diversité des champignons, elle est fondamentale. C'est pour ça que comment on fait pour la voir dans une forêt? Eh bien, globalement, c'est la diversité des essences forestières et la diversité des classes d'âge qui va faire qu'on a une diversité de champignons dans un sol. Et donc, on aura un système qui va fonctionner de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable que si on a un peuplement monospécifique. Alors, quand on parle de mélange d'essences, c'est important de parler d'essences autochtones. La diversité des champignons va être dépendante de la diversité des essences autochtones et peut-être, surtout avec le changement climatique, de voir si on peut introduire des champignons plus adaptés à par exemple, des sols plus secs, à des épisodes de sécheresse, en introduisant d'autres essences forestières. Donc ça, on a des tentatives comme ça, on a des projets plus exactement avec l'Université de Montpellier, par exemple, pour certaines forêts là, qui sont en train de souffrir, d'introduire des essences, mais en même temps les champignons. Il y a aussi, il ne faut pas oublier le rôle des champignons saprotrophiques, saprophytes, on a quelques représentations ici. On a 2 bons comestibles, qui est bleu, et puis le Sparacis crépus, là. Et puis, on a le Fomes, là, qui est un champignon extrêmement intéressant. Aussi, d'un point de vue plutôt santé, là, voilà. Mais ces champignons, évidemment, ils ont une fonction écologique majeure, vous connaissez cela, hein, c'est eux qui sont en début de chaîne on va dire de recyclage du bois et puis d'humification. Donc, les sources d'humus, c'est en particulier ce bois, donc c'est très important de ne pas sortir tout le bois d'une exploitation forestière. Donc, comment convaincre les gestionnaires de laisser du bois, on le verra après. En particulier, sur l'argument des champignons comestibles, on a des belles choses à dire là-dessus. En niveau, voilà, donc en résumé, on a une fragilité des écosystèmes actuellement, en tout cas, oui, dans beaucoup de pays, en particulier en France, qui est liée en fait au fait qu'on a réduit considérablement la diversité générale, la diversité de tous les taxons, mais aussi en particulier des champignons. Et donc, cette diversité taxonomique réduite fait qu'on a une diversité qu'on appelle fonctionnelle, on a une diversité des fonctions qui est réduite. Les conséquences économiques, puisqu'on parle de champignons comestibles, elles sont importantes. Effectivement, la gestion forestière, elle est très très loin de s'intéresser globalement hein, à favoriser les fonctions économiques et sociales des champignons comestibles, alors qu'on verra que c'est très possible en réalité. Mais bon, ce n'est pas dans les habitudes, ce n'est pas dans les connaissances. Et donc, on a un exemple tout à fait parlant avec, je vous le disais en introduction, avec le Massif central. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le Massif central? Eh bien, on va dire des années 70 à 95, on a eu une production
dans le Massif central qui faisait à peu près le revenu la moitié du revenu des agriculteurs. Je ne dis pas de bêtises, la moitié du revenu des agriculteurs d'un département qui est la Creuse, enfin du sud de la Creuse, de la Corrèze, de zones de montagne. Donc c'était 200 kilos par personne par an en moyenne. Donc c'était 10 000 tonnes de Boletus edulis, en fait de première catégorie. C'était principalement Boletus edulis, 10 000 tonnes par an. Sur les deux régions qu'on appelait autrefois le Limousin et l'Auvergne, puisque les régions ont changé maintenant. Et qu'est-ce que faisaient ces champions? Ils partaient en Italie, en fait. Toutes les nuits, il y avait des semi-remorques. J'y étais, j'ai vu cela toutes les nuits. Enfin, non, je dormais un peu, mais c'était difficile de dormir parce que c'était une excitation terrible. Et les semi-remorques partaient en Italie. Et donc, c'est une économie de pillage, en fait, on peut dire ça comme ça, et qui n'a eu aucun impact en termes de développement économique réel, durable. C'est-à-dire, ça a amené beaucoup d'argent, ça fait vivre les commerces, mais il n'y a rien qui s'est implanté, il n'y a pas d'usine. Bon, il y avait des usines de tri de champignons et d'exportation, mais ce n'était pas une économie très développée. Voilà. Et donc, quand ceci a disparu, eh bien, évidemment, les réseaux de collecte locaux ont disparu et on est allé chercher des champignons dans les pays de l'Est, dans la Chine, etc. Pour exemple, quand j'ai fait mon mémoire d'ingénieur en 90 sur ce sujet-là, je ne connaissais pas ce sujet. Un ami collecteur de champignons m'a dit, tiens, étudie ça parce que là, c'est une catastrophe. Les épicéas vont disparaître, on va nous mettre du Douglas. Et le Douglas ne produit pas de cèpe, ou très peu en France en tout cas. Et donc, tout ceci va disparaître. Donc, voilà les productions qu'on avait sur un petit territoire, en fait. Vous voyez les hectares que ça concerne. Et c'était surtout les épicéas, vous voyez, qui rapportaient… Alors, 60 kilos, il faut savoir qu'il y avait des hectares d'épicéas qui produisaient 1 tonne à l'hectare. Il y a d'autres épicéas qui ne produisaient rien parce qu'ils avaient été plantés dans des conditions où on n'avait pas d'essence pionnière qui transmettait le mycélium aux dryades qui étaient plantées à côté, c'est-à-dire l'épicéa. Quand des épicéas sont plantés sur une ancienne prairie, en fait, en première évolution, on n'a pas de champignons, on n'a pas de cèpe en tout cas. Alors que si c'est planté à proximité d'essences pionnières comme le bouleau, le pin sylvestre, le bouleau verruqueux, eh bien, on a des cèpes en quantité. Voilà pourquoi on avait ce chiffre moyen et non pas plus en moyenne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de forêts privées en France, c'est 70% des forêts qui sont peu gérées en fait. C'est-à-dire les gens ne savent même pas qu'ils ont des forêts, ils en ont 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et donc ils ne s'en occupent pas. Et puis le bois a beaucoup moins de valeur en ce moment, c'est un peu catastrophique. Et donc les forêts se referment. Et puis quand on fait des travaux, eh bien, on ne s'occupe pas des champignons comestibles et on utilise beaucoup de Douglas par exemple. Dans ces zones de moyenne montagne maintenant. Et ce Douglas, moi je l'aime beaucoup, mais en mélange avec des sapins, ça marche très bien pour les champignons comestibles, mais quand il est planté tout seul, ça ne marche pas. Et puis des peuplements qui ont vieilli aussi, et on s'aperçoit que les principaux champignons comestibles qu'on ramasse sont des champignons qui sont associés à des essences, à des arbres jeunes en fait. C'est plutôt des champignons pionniers en fait. Voilà. Je pourrais répondre à la question pourquoi ces champignons pionniers plus tard éventuellement. Et donc des pratiques aussi qui compromettent les systèmes mycorhiziens. On appelle système mycorhizien, c'est l'ensemble des racines envahies par les champignons. Vous savez qu'un chêne de 15 ans, on a calculé qu'en fait il avait 10 km de racines quand on les met bout à bout, mais il avait 40 000 km de filaments mycéliens quand ils sont mis bout à bout. Et donc quand vous voyez un bois comme ça, d'1 hectare avec une centaine de grands arbres, ou 200 ou 300, eh bien vous imaginez tous ces systèmes mycéliens qui courent le sol, et tout ceci en surface dans les 20-30 premiers centimètres principalement. Donc quand vous avez un sol qui est meurtri par des engins, etc., c'est une catastrophe. En fait. Bien que ça soit, évidemment, on puisse restaurer ça, mais c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et là, en période de changement climatique, c'est quand même extraordinairement cataclysmique de détruire ça. Une pratique très simple pour produire des champignons, c'est d'ouvrir les milieux. Pourquoi? Parce que ça permet la pénétration des agents climatiques. On a étudié ça en grand détail. Vous avez un bouquin que vous pouvez vous procurer qui est sur un site, là je passerai le lien si vous l'avez pas,
où on a fait un petit manuel pour expliquer toutes ces sortes de choses dans un projet européen. Donc en réalité, par rapport au changement climatique, on peut aussi dire que si on n'a pas de fructification de champignons dans un bois, c'est qu'en fait le bois il est trop fermé. Donc on ne permet pas aux pluies de pénétrer. Et peut-être trop d'arbres à l'hectare, ça fait une transpiration de trop d'eau. Et donc le bilan hydrique est mauvais. Et donc on ne peut pas avoir d'eau pour avoir à la fois le déclenchement de la fructification et puis le développement des fructifications. Je parle vite, mais c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc, une ressource qui a pourtant un poids économique, en effet, on ne gère pas les champignons. Pourtant, quand on fait le calcul, dans les régions où on gère un peu cette histoire, par exemple la Castille-et-Léon, qui est un territoire, une région pionnière dans le monde, en fait, pour cette gestion, à la fois pour le tourisme, mais aussi la gestion forestière, on a pu avoir comme ça des chiffres. Alors 65 millions d'euros, on le décomposera un petit peu tout à l'heure. La Catalogne aussi, c'est une région très friande de champignons. Les gens de Barcelone, c'est incroyable. Il y a 2 millions de Barcelonais qui partent dans les bois pour cueillir des champignons. C'est quelque chose d'extravagant. Et puis, donc pour se partager, pour cueillir des cèpes et des lactaires en particulier, des lactaires délicieux, mais aussi d'autres lactaires à lait orange. Ils mélangent tous les lactaires et ils appellent ça les rébelliones et ils mangent tout. Voilà, ils ne sont pas difficiles, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins bons, mais ils aiment beaucoup. L'Andalousie aussi, c'est un territoire plus sec, mais c'est une région aussi il y a beaucoup de tourisme autour des champignons. Il y a des histoires de truffes, Tuber melanosporum en particulier. Il y a des terfésias aussi. Voilà, ça intéresse beaucoup ces trois régions-là. Comment on fait pour intéresser les gens en fait aux champignons comestibles? Alors on s'est posé vraiment la question avec en particulier Fernando Martinez Peña quand on travaillait à essayer de proposer des projets. Nous on était parti sur une histoire de forêt. On dit on va intéresser les gens à la forêt parce que la forêt c'est intéressant. Quand même la forêt qui souffre du changement climatique, ça doit intéresser tout le monde, etc. Et puis on s'est aperçu que non, pas du tout. On a eu confirmation qu'à Paris, peu de gens s'intéressent à la forêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens pensent que la forêt, elle est éternelle. Il faut le savoir. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. On ne voit pas très bien que les forêts sont en train de souffrir et on ne voit pas très bien que les forêts constituent, ou les arbres, un élément fondamental de notre vie, en fait. Et c'est pas un cri du cœur, c'est une réalité. Les gens ne connaissent pas bien et ils pensent que ça fait partie du paysage. C'est le référentiel du paysage. Tout bouge, mais pas le paysage. Et dans le paysage, il y a les forêts. Les forêts, ça ne bouge pas. Et on ne voit pas que les arbres dépérissent, etc. C'est très difficile de faire passer cette information. Donc, il y a d'autres moyens de stimuler les gens. Il y a la valeur alimentaire, gastronomique et nutritionnelle. Vous savez que dans le monde actuellement, il y a comment dirais-je, il y a une demande de plus en plus forte sur les champignons. Il y a un intérêt de plus en plus fort pour les champignons en termes d'aliments. Il n'y a pas que les végétariens, il n'y a pas que les véganes qui s'intéressent à ça. Il y a une histoire que les champignons passent de plus en plus pour être des aliments fonctionnels. Et donc, on a vraiment un levier important pour intéresser les gens aux champignons. La valeur agroalimentaire, on pense qu'il y a quelque chose à faire. Bon, là, cette photo, peut-être, bon, c'est intéressant, mais ça traduit mal le fait qu'on peut faire des tas et des tas et des tas de produits agroalimentaires différents qui n'existent pas encore. Par exemple, champignons et poissons, par exemple, champignons et légumes, champignons et féculents, par exemple, en France, châtaignes et champignons, ça marche bien. Et travailler sur des produits qui associent des produits sauvages et des produits de l'agriculture locale. Et donc, ça permet d'avoir une nouvelle définition des terroirs. La notion de terroir, vous savez qu'en France, c'est très puissant. Peut-être au Québec, je ne sais pas si ça a été importé. Mais le terroir, cette notion, elle est souvent associée à une histoire agricole et pas forestière. Et donc là, on a une possibilité de faire évoluer la notion de terroir vers la notion de produit sauvage, voilà, associée aux produits agricoles. Ça se fait déjà en fait par rapport au troisième thème qui est la valeur identitaire territoriale, la valeur d'attractivité territoriale. Le cep du Périgord, c'est un label en Dordogne
mais le Périgord travaille, en fait, aime bien associer deux produits qui sont la châtaigne et le cèpe. Et donc, il y a un musée du cèpe et de la châtaigne, etc. Et donc, l'idée de faire des produits agroalimentaires associant les deux, c'est évidemment une bonne idée, parce que c'est bon, en plus, soit en morceaux, soit mixés. On fait des tartinades et des choses comme ça. Alors, c'est très peu développé. Je vous en parlerai encore tout à l'heure. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, ça. Je crois que c'est un gros sujet d'avenir, en fait. La valeur touristique, vous êtes des pionniers aussi un peu dans ce domaine-là. En tout cas, peut-être pas des pionniers, mais vous êtes très rapide en ce moment pour développer ça. Et on prend exemple un peu sur vous, en réalité. On va vous copier un peu. J'ai commencé d'ailleurs. Là c'est simplement des images espagnoles. Vous avez un guide à l'usage des mycotouristes. Je ne sais pas si c'est les Espagnols qui ont inventé le nom de mycotouristes. En tout cas, ils l'utilisent beaucoup, en particulier en Castille et Léon. Autre valeur, c'est la valeur culturelle, puisque c'est vrai que, tout au moins en France et dans beaucoup de régions du monde, on a un patrimoine, en fait, c'est un peu le patrimoine du cueilleur. Autrefois, on était des cueilleurs-agriculteurs dans beaucoup de régions, en particulier dans les régions un petit peu déshéritées de montagne et tout ça. Et donc, la tradition de cueillette, c'est une tradition culturelle, en fait, quand on y regarde de près, et ça peut intéresser beaucoup les gens que de porter leur attention là-dessus pour retrouver, quand on est urbain, quand on va visiter un territoire, pour retrouver des racines, en fait, pour trouver des racines culturelles. La valeur scientifique et pédagogique, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant pour un territoire, de voir que on a là un sujet très innovant, en particulier la relation entre les arbres et les champignons, cette chose qui intéresse de plus en plus de monde, aussi bien au Canada d'ailleurs qu'en France, qu'en Allemagne et tout ça. Cette histoire de monde mystérieux, de souterrain, etc. Je pense qu'on peut développer des outils pédagogiques, des musées, mettre en place des recherches appliquées sur des territoires et de donner en fait une image, une valeur scientifique à un territoire boisé. Et pour évidemment faire du tourisme scientifique, du tourisme de découverte aussi. Voilà. Si je pourrais répondre à des questions, parce qu'on a des projets très précis là-dessus en ce moment en France. Enfin, la dernière valeur, j'y tiens énormément, la valeur artistique. Pourquoi? Parce que ma fille est danseuse. C'est une des raisons. C'est elle qui danse en bleu, là, enfin blanc-bleu. Elle fait de la danse derviche, en fait. Elle fait de la danse tournoyante de l'Inde, la danse Kalbelia, en fait, ça s'appelle. Et en fait, en regardant ça, on cherchait on réfléchissait un petit peu sur la valeur artistique des champignons et on se disait, mais il n'existe pas de festival, il n'existe pas vraiment de choses qui donnent le sens, un sens symbolique, artistique aux champignons, comme il existe pour les fleurs, par exemple. En France, on a plein de fêtes des fleurs, etc. Et sur les champignons, c'est toujours un peu des histoires un peu amusantes ou gastronomiques ou un peu rigolotes, où on déguise les gens en champignons de manière un peu comique. Et donc, on perd un peu cette idée que pour les urbains, pour des amis que j'ai moi en ville, qui n'ont pas vraiment une culture rurale, eh bien, eux, ils ne voient pas du tout le côté comique des champignons. Ils voient des champignons, ils trouvent que c'est très beau et très mystérieux, très intéressant. Donc, je pense que ça serait intéressant de transmettre cette valeur pour donner le sens du prix des champignons, en fait, de la valeur des champignons à travers des démonstrations artistiques, ce qui peuvent se faire en ville aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, on a un projet là-dessus, évidemment, aussi, et dont je pourrais vous parler. Donc, la première valeur, on va passer un petit peu en revue ces différents points. La valeur alimentaire, comment on la voit? Il y a une valeur quantitative, parce que les champignons, quand on en a des quantités, on fait du commerce de gros. Moi, je travaille avec la plus grosse entreprise européenne, c'est l'entreprise Bord, qui est située dans un petit territoire rural du centre de la France. Elle commercialise 10 000 tonnes de champignons, en fait. Excuse-moi, Jean. Oui. Juste pour être certain que tu avais vu la note, il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes? Oui, avant le début de la période de questions. Ok, non, je n'avais pas vu la note, mais je crois que je ne suis pas trop mauvais, donc c'est bon. J'accélère un tout petit peu quand même. Merci. Et donc, j'avais demandé à Simon de me prévenir. Et donc, aussi, l'idée, c'est que
il y a une idée qualitative si on multiplie les espèces comestibles. Et donc, par exemple, on a le restaurateur Régis Marcon et son fils Jacques Marcon qui a repris maintenant. Ils travaillent tous les deux, mais ils vont jusqu'à 50 espèces de champignons dans leur restaurant gastronomique, qui est un restaurant 3 étoiles. Hein. C'est un restaurant très, 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 très réputé. Ils participent aux émissions de télé, dans toutes les émissions de télé. C'est vraiment des gens, et des gens très, très simples, très, très adorables, avec qui on va développer des projets très importants dans les mois à venir et les années à venir. Voilà. Après, il y a la culture des champignons. Vous voyez le shiitake en bas. C'est un jeune ami là, qui cultive ça en France. Donc, tout ceci permet d'avoir aussi fournir des champignons toute l'année aux restaurateurs. Voilà. Les aspects quantitatifs, c'est aussi les marchés aux champignons. Donc, il y a des histoires, on pourra répondre aux questions là-dessus, pas prendre trop de temps. Mais il y a des marchés très organisés qui s'organisent en Espagne. En France, il y a une tradition un peu plus ancienne, mais en Espagne, pardon, voilà, ça s'organise de plus en plus, à la fois en Castille et Léon, mais aussi en Navarre. La restauration, c'est quelque chose de très important. Donc, vous avez le show cooking, là, vous avez Régis Marcon, ce restaurateur 3 étoiles dont je parlais, et puis une notion de culinary herbs, là, qui est inventée en Espagne et qu'on va développer, où on associe la restauration et la recherche pour traduire la valeur nutritionnelle, pour travailler sur la valeur nutritionnelle des champignons et travailler sur des recettes saines, arrêter de faire griller complètement les champignons, de faire chauffer l'huile, de détruire les acides gras, etc., etc., etc. Allons vers des cuisines peut-être plus japonaises. Voilà. C'est un sujet important. La valeur agroalimentaire, donc, c'est l'idée de travailler sur cette histoire de terroir à travers aussi des produits agroalimentaires. La valeur emblématique, c'est toute cette histoire qui travaillait par exemple en Italie aussi, en France, en Espagne, sur les marques de qualité, les marques géographiques, en associant champignons et produits de l'agriculture, comme on le disait tout à l'heure. La valeur touristique, vous connaissez ça au Québec, donc je passe vite, hein, des sentiers d'interprétation, des restaurants, des petits musées, etc. Des manifestations urbaines aussi, des foires le soir, etc. Et voilà, j'ai un petit clin d'œil au Québec. Les tapas, ça marche bien aussi. Tous les restaurants qui se mettent à faire des champignons en tapas pendant la même semaine ou le même mois, hein, ça marche très très bien en Espagne. Ça. Voilà. La valeur culturelle, hein, c'est comment on retrouve un peu toutes ces traditions, comment on les met en scène. La valeur scientifique, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Hein. On peut faire toutes sortes de choses là-dessus. Et puis la valeur artistique, j'ai remis l'histoire. Donc il y a bien l'artisanat d'art et puis l'art. C'est deux choses évidemment très différentes. Il y a les arts plastiques que je n'ai pas mis en scène. Là, il y a des peintres qui commencent à travailler sérieusement là-dessus. Comment on fait pour finalement mettre ça en œuvre? On s'organise dans les territoires. Donc là, vous avez la Dordogne, territoire rural, dans un petit département. Et puis en bas, c'est la région Castille et Léon. Là, c'est beaucoup plus important. Vous avez ce qu'on appelle, ils appellent une table mycologique où vous avez tous les représentants de la forêt, de la chasse, de l'alimentation, etc., qui sont réunis pour voir comment on fait pour gérer les forêts, sachant que là, on est plutôt dans des forêts publiques. L'exemple de la Dordogne, on peut y revenir, mais c'est parti d'un marché. Et puis finalement, les gens se sont dit, mais comment ça pousse les champignons? Et donc, ils ont contacté différents organismes comme l'Institut national de la recherche agronomique de Bordeaux, la Chambre d'agriculture, le lycée forestier dans lequel j'étais d'ailleurs, donc j'ai participé à tout ça. Donc on peut en parler en détail un jour, ou tout à l'heure et peut-être plus tard. Comment on met en scène des travaux dans les différentes parcelles pour voir comment fonctionnent ces champignons. Et puis, on a monté des projets européens. Petit clin d'œil à André Fortin. Je ne sais pas si la personne qui s'appelle Fortin, que j'ai vu passer le nom, j'ai vu passer le nom, c'est la même famille. Bon, André Fortin à genoux, là, vous le voyez, là, passionné parce qu'on est en train de déterrer des cèpes. C'est horrible, c'est pas comme ça qu'on cueille les champignons. Mais voilà, on avait des loupes et là, on avait un bois qui produisait énormément. Donc, travaille dans un projet européen, dans beaucoup de pays qui étaient venus, on travaillait sur la définition de la mycosylviculture et puis ensuite un projet sur plutôt les valorisations économiques.
La Castille-et-Léon, c'est un territoire qui s'est vraiment passionné pour ça depuis 20 ans. Pourquoi? Pour résoudre les conflits d'usage autour de la cueillette et puis ensuite valoriser la ressource de manière très structurée, solide, et puis enfin préserver la ressource parce que comme on fait de la microsylviculture, là vous avez un bois en bas qui n'est pas très bon exemple, mais c'est là de cette situation dont ils sont partis. Puis en fait, la gestion a changé, ils ont laissé se réintroduire une essence de sous-étage qui est un chêne, et puis ils ont installé des bouleaux, etc. Ils sont repartis vers une diversité d'essences forestières pour faire une vraie gestion forestière un petit peu plus sérieuse en termes de biodiversité. Et puis d'autres moyens, c'est des actions de sensibilisation très nombreuses, l'organisation des acteurs à 2 niveaux, l'échelle régionale et l'échelle provinciale, et puis des projets. Il faut monter des projets. Si on monte des projets, évidemment, on arrive à mettre tout ce monde ensemble autour d'un projet. Et donc, ça se partage en particulier à la ressource dont on parlait tout à l'heure. En fait, selon les années, on va jusqu'à 189 millions d'euros pour la région. Et en fait, c'est le microtourisme et les industries agroalimentaires qui se partagent la plus grande part, voilà, de cette ressource en champignons. Les touristes, qui sont les touristes? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en fait? Eh bien, ils viennent manger, mais avant tout, ils viennent cueillir. Et donc, ce n'est pas du tout une cueillette sauvage, c'est une cueillette organisée. On cueille différents champignons, on apprend à les reconnaître, on a des petits guides. C'est c'est pas du tout comme en France où il y a souvent une espèce de pillage. Là, on est vraiment dans quelque chose de très organisé en fait. Et puis, des projets, j'en ai pour 5 minutes encore, des projets récents, c'est en Aragon, c'est une autre grande région espagnole qui s'intéresse beaucoup aux champignons. La partie nord, c'est très montagnard, c'est les Pyrénées. Et donc, et la partie sud, c'est très sec. On a des truffes, la truffe noire du Périgord dans la partie sud, et beaucoup de cèpes dans la partie nord et des lactaires. Et donc, on organise des fêtes, on organise des actions pédagogiques et surtout, on met en place des parques mycologicos ou des parcs mycologiques. Donc, ils aiment bien la notion de parc. En France, ça nous fait un peu peur parce que les gens ils disent si on fait un parc, on va interdire tout. Alors que les Espagnols, ils n'ont pas cette même notion. Donc, nous, on parle de territoire mycologique. Les Espagnols parlent de parc mycologique. C'est intéressant l'Espagne, quand on regarde, on voit qu'on s'aperçoit que dans la grande moitié les 2 tiers de l'Espagne, en fait, on a une régulation, en fait. C'est-à-dire on a une organisation de la cueillette à des niveaux différents. Quand c'est en jaune, c'est provincial, il y a une législation provinciale sur la cueillette. Et tous les petits points bleus et rouges, c'est des organisations plus locales et plus précises. Voilà. Il y a des organisations privées, des organisations publiques. Donc, c'est de la forêt privée ou de la forêt publique. Pour finir, la coopération entre les territoires, qu'est-ce qu'on propose en ce moment? Eh bien, là, on a en bas l'Espagne qui venait en Dordogne, dans le Périgord, des sommités espagnoles. Il y a une ministre voilà, en rose, là, qui est tout à fait heureuse d'être là. Donc, c'est quelque chose de très important pour eux qui leur ont permis de développer les marchés aux cèpes, après chez eux, marché aux champignons. Donc, on a eu ces projets européens dont vous pouvez vous procurer une documentation. Et puis, il existe depuis 2016 cet Institut mycologique européen avec une équipe technique qui est prête à accueillir des partenaires. Alors, il y a des partenaires qui sont des partenaires publics qui sont adhérents, vraiment complètement enfin, adhérents comme partenaires de l'EMI. Et puis, il y a des entreprises qui sont adhérentes comme Bioptère, qui est adhérente en fait de l'EMI. En fait. Il y a une grosse entreprise chinoise, la Golden Truffle. Il faudra qu'on rajoute Bioptère d'ailleurs voilà, dans les photos. Les thématiques, c'est ça. Donc, c'est la gestion, c'est le tourisme, l'agroalimentaire, la gastronomie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? C'est en fait un cadre qui s'appellerait celui-ci Friendly Forest. C'est une idée espagnole. Donc, en fait, on est en train de travailler sur une proposition de cadre qui est une sorte de guide pour travailler sur des projets.
et pour échanger des bonnes pratiques entre les territoires. Voilà. Monter une plateforme un peu efficace où on est tous un peu les mêmes critères et les mêmes sujets d'intérêt et les mêmes critères. Donc, c'est à travailler collectivement. Et voilà ce qu'on peut dire avant les questions. C'est que c'est un vaste sujet, mais qu'on a beaucoup de données maintenant aujourd'hui pour aborder cette question de la gestion des ressources en champignons et en champignons comestibles, et puis en particulier la possibilité de travailler en réseau. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a répondu à peu près aux besoins, au cadre de la demande. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était très très intéressant. Pour l'instant, on a quelques remarques. Dans le domaine de l'agroforesterie, est-ce qu'il existe des projets de restauration de diversité de champignons au cœur des cultures? Donc, il prend l'exemple de la viticulture où il existe des problèmes quant à la présence trop importante de certains champignons. On a des projets avec les champignons endomycorhiziens, arbusculaires. Donc, c'est vraiment une autre catégorie de champignons qu'on va trouver, par exemple, sous les arbres fruitiers ou sous les plantes herbacées aussi, et puis directement sur la vigne, en fait, en viticulture. Donc, on a des équipes qui travaillent sur comment favoriser la mycorhisation, en fait, directe des vignes, hein, des pieds de vigne. Après, il y a beaucoup de projets d'agroforesterie comme ça qui utilisent les champignons endomycorhiziens, donc avec des arbres fruitiers en alternance, parce que les plantes herbacées, elles utilisent les mêmes champignons en fait. Mais concernant les champignons dont je m'occupe, les champignons comestibles en fait principalement, et sur les forêts, on a plutôt des forêts donc, qui sont habitées par des arbres qui sont ectomycorhiziens, qui sont associés à des champignons qui forment des fructifications. C'est pourquoi on s'intéresse à la fois au rôle écologique et à la question des champignons comestibles. Alors, en agroforesterie, on a quelques acteurs. Il y a Hervé Covès, par exemple, qui travaille sur les haies, donc à la fois des haies pour les champs cultivés qui sont à côté ou à la fois les prairies, pour avoir aussi des arbres qui fournissent dans les haies des champignons comestibles. Et dans ces haies, on aura des arbres aussi qui sont associés à des champignons endomycorhiziens. Donc, ça pourra apporter les deux types de champignons. Alors, il existe comme ça des modèles. Donc, je pourrais vous donner les coordonnées d'Hervé Covès, qui est un très bon praticien de tout ça. D'accord. Et sinon, vous parliez aussi de la gestion particulièrement importante des espèces autochtones pour la production des champignons forestiers. Donc, qu'est-ce que vous entendez exactement par espèces autochtones et pourquoi y attacher une attention particulière dans la gestion mycosylvicole? Alors, l'histoire, c'est que c'est toute la question de la biodiversité forestière et du maintien des forêts dans le contexte du changement climatique. L'idée, c'est que quand on a des forêts, par exemple dans le Massif central, on a des forêts qui sont essentiellement des forêts issues de reboisement. On avait des zones qui étaient extrêmement cultivées et donc il y a eu les essences autochtones, c'est des essences qui existaient dans les haies en fait. Donc c'est des chênes, le hêtre, Fagus sylvatica, et différents chênes, chênes pédonculés. Mais en 1850, par exemple, si on se situe en 1850, c'est l'apogée de l'agriculture en France. Il y avait presque plus d'arbres, c'était une catastrophe. Donc après, on a eu un reboisement après la guerre 14 en particulier, et avant la guerre 14 et après. Il y a eu l'industrialisation, fin du 19e siècle, puis après la guerre 14, donc on a organisé des reboisements très importants avec des résineux, en particulier le pin sylvestre dans le Massif central, Pinus sylvestris. Et puis, à partir des années 50, il y a eu des grosses subventions pour reboiser avec Picea abies, le sapin aussi, Abies alba, et Abies grandis aussi, le sapin de Vancouver. Et donc, ces arbres-là se sont installés et aujourd'hui, ils souffrent beaucoup
Et donc, on se dit, bon, c'est possible de changer ces arbres-là en introduisant des essences méditerranéennes, par exemple du chêne vert qui n'a jamais été là, etc. Parce que là, on risque pas grand-chose, parce qu'on a des forêts qui n'ont pas développé des stratégies d'adaptation depuis très longtemps. Et donc, ce n'est pas très grave d'essayer d'introduire des essences nouvelles. Par contre, dans des forêts qui comportent beaucoup d'essences d'origine, par exemple dans les Pyrénées, on a, ou dans les Alpes, mais dans les Pyrénées, on a Abies alba et puis Fagus sylvatica, le hêtre et le sapin. Ils sont là depuis 6000 ans. Et donc, d'introduire des essences nouvelles, alors qu'on ne connaît même pas encore, on n'a pas suffisamment étudié les stratégies d'adaptation des forêts, c'est peut-être dommage de faire ça trop vite. Donc, il vaut mieux déjà comprendre comment fonctionnent les communautés de champignons associées aux arbres autochtones avant de se lancer à introduire des nouvelles essences et des nouveaux champignons. C'est ça un petit peu c'est sujet un petit peu compliqué. Alors, on peut introduire à la marge quelques essences nouvelles, mais l'idée, c'est d'abord d'étudier ce qui se passe avec les essences qui sont là depuis longtemps. Ça, les essences autochtones, c'est aussi les essences qui définissent ce que l'on appelle l'habitat naturel. C'est-à-dire dans un endroit donné, un contexte biopédoclimatique, on a ce qu'on a défini comme par l'habitat naturel qui doit être là spontanément sans que l'homme intervienne. Et évidemment, quand on a des forêts qui ont été très très gérées, des fois on ne sait plus, on ne connaît plus très bien l'habitat naturel. Mmh. Ok, et je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, Maxime. Donc, je peux normalement... voilà, Maxime, tu peux parler pour poser ta question. On t'entend pas, je sais pas si tu as toi-même à démuter ton micro. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ah, oui, là on t'entend. Bon, je m'excuse. Alors, merci beaucoup, Jean. Je voulais te remercier personnellement pour ta belle présentation. C'est toujours instructif et toujours très, très intéressant. Et puis, je voulais juste te faire le petit commentaire qu'on sera toujours intéressé et heureux de collaborer avec nos cousins français. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, super. Merci. Juste en réponse, on a des projets actuellement sur un projet d'étude de l'adaptation au changement climatique des sapinières, Abies alba, à la fois justement en installant des parcelles à la fois dans des forêts anciennes, les Pyrénées, et dans des forêts récentes dans le Massif central, de façon à comparer justement ce qui se passe en termes de communautés fongiques et donc de stratégies d'adaptation. Voilà. Et puis après, on a un projet de laboratoire de culture de champignons avec des méthodes pour travailler les mycéliums un peu différents et travailler pour répondre à des besoins locaux des producteurs de champignons qui pour l'instant bénéficient de souches mycéliennes qui sont faites, qui sont très standardisées. Bon, c'est un peu la même question que les inoculums avec les endomycorhizes. Vous savez qu'on utilise beaucoup des champignons du Québec partout dans le monde et jusqu'en Martinique. Là, on a un projet en Martinique, un projet européen avec l'Université de Toulouse, où on étudie les champignons endomycorhiziens locaux sous des arbres fruitiers, le manguier, sous la canne à sucre et sous les plantes maraîchères. L'idée étant de multiplier un petit peu, d'étudier les traits fonctionnels de ces différents champignons, ensuite de favoriser leur multiplication à la fois en labo, mais aussi sur le champ, avec des techniques simples, soit de mélange de plantes, avec des plantes très mycotrophes qui peuvent être plantées en mélange, ou avec comment ça s'appelle, des successions de cultures, hein, dont certaines, les légumineuses apportent beaucoup de champignons mycorhiziens, etc. Et donc, on fait ça aussi, c'est un petit stratégique, parce que sinon, on va avoir des gens qui vont utiliser des inoculums québécois là, en Martinique, c'est sûr, dans les jardineries, tout ça. Ouais. C'est une plaisanterie, mais c'est vrai que c'est important de travailler avec les champignons locaux. Donc, notre labo qu'on veut monter, là, c'est un labo public-privé. On a un gros projet là-dessus. Puis enfin, on a un projet touristique qu'on aimerait bien faire partager un de ces moments-là, sur la relation arbre et champignon. Ça sera un plaisir. À bientôt, Jean. À bientôt, Maxime.
Ok, ben merci beaucoup Maxime pour ces petits mots, ça fait toujours plaisir. Et on a d'autres questions. Donc, vous avez parlé d'un guide des interventions à faire pour favoriser la croissance des champignons. Et donc, ça prend combien de temps avant de voir la réponse et d'avoir des résultats pour Sur être... sur des plantations d'arbres, etc. Alors, l'idée, c'est que, en fait, pour avoir les champignons comestibles qu'on recherche principalement, c'est-à-dire les bolets, les girolles, etc., on s'aperçoit que souvent ces champignons donc, sont favorisés donc, par la présence d'arbres jeunes. Alors, si on part de zéro et qu'on utilise par exemple des plants mycorhizés, il y a des choses qui marchent bien avec le lactaire délicieux, par exemple, et probablement pour les bolets, on n'est pas très loin d'avoir des histoires. Il faut attendre quand même, pour le lactaire, il faut attendre 5 ou 10 ans, 10 ans. Pour les bolets, normalement, on attend une vingtaine d'années. Alors, pour les cèpes, Boletus edulis, il y a des travaux qui sont faits en Espagne en particulier pour introduire des espèces arbustives qui produisent des cèpes beaucoup plus jeunes, donc en mélange avec des arbres. Donc, mais il y a aussi, dans la gestion courante, sans parler des plants mycorhizés, c'est de dire on a un peuplement qui a un peu vieilli, et si on met en bordure de ce peuplement des arbres jeunes, eh bien on va avoir, du fait des réseaux mycéliens qui associent arbres jeunes et arbres âgés, on aura à nouveau des champignons quelques années plus tard qui vont repartir. Mais le plus simple, c'est de faire de la gestion irrégulière. Donc, je me souviens qu'en 2014, on était intervenu au Québec, à Québec même, dans un congrès. Il y avait notre ami Laurent Larieux, qui est un grand spécialiste de la biodiversité forestière au niveau mondial. Et Laurent avait présenté un peu l'histoire de gestion irrégulière, qui sont très développées maintenant, enfin qu'on essaie de développer beaucoup en France. Donc là, c'est l'idée d'avoir la multiplication des classes d'âge dans un bois. Et à ce moment-là, on peut toujours avoir de manière très régulière des champignons. D'une part, parce qu'il y a moins de grands arbres à l'hectare, donc on a moins de transpiration d'eau. Et d'autre part, parce qu'on a des ouvertures du milieu qui permettent la pénétration des pluies, parce qu'on a le mélange de petits et de grands. Et puis, on a ce côté pionnier qui est apporté par les jeunes arbres. Donc, la question, c'est du début, c'est si on part de zéro, bah, il faut 20 ans ou 15 ans, ça dépend des champignons, ou 10 ans. Mais si on part d'un peuplement qui existe, en 5-6 ans, on peut avoir des résultats très importants. Ok, d'accord, très bien. Et il y a aussi quelqu'un qui demande si tu étudies le rôle de la faune dans la propagation des champignons. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un sens à prendre ces mesures-là? Oui, non, je n'étudie pas. Je sais qu'André Fortin, il avait pas mal étudié ça, en particulier avec les champignons hypogées. Vous avez quelques spécialistes là-dessus, et donc il y avait une histoire d'écureuil, tout ça, qui était intéressante. Et après, non, franchement, dans le groupe, là, on n'a pas de spécialiste de ça. Je réfléchis en même temps. Non, mais c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Ok, oui, ouais. Ouais, très bien. Et il y a des gens aussi qui demandent, pour implanter une nouvelle espèce de champignon dans un écosystème forestier, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des enjeux de compétition interspécifique des champignons qui sont déjà en place et qui peuvent nuire du coup à l'ajout d'une nouvelle espèce? Oui. Oui. Alors, assurément. Après, on a quand même l'idée, donc dans les forêts du Massif central, dans une étude, d'essayer d'introduire donc des essences nouvelles avec des champignons nouveaux. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça se passe. L'étude, en fait, elle porte sur essayer de savoir, quand il y a de nouvelles essences qui rentrent dans un écosystème à cause du changement climatique, parce que c'est en train d'arriver en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles trouvent sur place les champignons qui leur conviennent? Est-ce qu'elles arrivent avec les champignons, ou est-ce que les champignons, ils arrivent plus tard? Et on ne sait pas. En fait, c'est un peu mystérieux, parce que les champignons qui sont en place, le problème, c'est que ce qu'on sait, c'est que les communautés de champignons, elles ont une très grande inertie dans le temps.
c'est pourquoi, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des champignons qui sont des champignons indicateurs d'une histoire très ancienne de la forêt, c'est-à-dire 300, 400, 500 ans. Les Romains avaient cultivé, les Gallo-Romains, même plus anciens encore, j'ai dit 300, 400, encore plus anciens. Et donc, c'est assez surprenant. Et donc, en fait, c'est un mauvais signe pour pouvoir rentrer des nouveaux champignons dans une forêt. Et en même temps, si on a un changement climatique, les champignons qui sont présents, ils vont commencer à plus être très fonctionnels. Donc, on peut très bien imaginer que des champignons qui correspondent bien à l'écologie du lieu, ils vont pouvoir s'implanter. Après, il y a des champignons qui semblent être très quand même agressifs, en quelque sorte, très colonisateurs. C'est des champignons très pionniers. Et c'est possible que les cèpes soient très pionniers comme ça. Mais on ne connaît pas bien. Que les lactaires qui sont très pionniers aussi, qui sont très fréquents. Les champignons qu'on ramasse, qu'on trouve partout, en fait, a priori, sont très, très colonisateurs. Donc, c'est peut-être un bon signe pour essayer de les introduire. Alors, avec la biologie moléculaire, on peut étudier ça très rapidement, donc ça vaudrait le coup. Ouais. On doit le faire, nous. Donc ouais, même que ce soit les champignons ou les végétaux, il y a toujours une question de compétition finalement qui peut arriver. Les champignons, ils exercent une compétition très féroce. Ils ont des exoenzymes pour bouffer les mycéliums des autres. Ils ont des toxines, antibiotiques. Après, ils émettent des tanins aussi pour empêcher que les enzymes des autres attaquent leur mycélium. Donc, c'est très complexe. Mmh. Ok, et il y a quelqu'un qui aimerait savoir si vous avez des références d'acteurs ou d'initiatives en lien avec les champignons sauvages et l'aménagement forestier au Québec. Je pense que vous saurez mieux que moi. Je pense que Bioptère est au courant de ça, vraiment. Ouais, il faudrait aller voir du côté de Bioptère. Il y a Patrick Lupien de la Mauricie. Je pense que c'est quelqu'un de très important à contacter par rapport à ça, puisque vous le connaissez, Patrick Lupien. C'est Myco Mauricie. Et regardez, je ne connaissais pas. Regardez le site Myco Mauricie, tout simplement, et vous verrez ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. Et Patrick Lupien, c'est un ingénieur forestier qui connaît bien ça et qui est venu dans le petit groupe de 14 personnes là, qui étaient venus nous voir en Espagne. Voilà. Et donc, Bioptère, c'est dans le Kamouraska. Donc, dans le Kamouraska, ils sont un peu au courant aussi. Saguenay-Saint-Laurent aussi, ils ont des travaux là-dessus, je pense. Et en tout cas, la Mauricie, Patrick Lupien, je pense que c'est un incontournable. Ok, parfait. Vous aurez son lien sur Myco Mauricie. Ouais, on essaiera de partager ça à la limite. Si quelqu'un veut prendre en note, on pourra le mettre en commentaire du live, comme ça les gens pourront aller voir après le live. Et il y avait juste quelqu'un qui demandait le nom de la plateforme pour partager les bonnes pratiques entre territoires. Est-ce que c'est le projet européen Mycosylvia? Alors, non, en fait, c'est l'Institut mycologique européen. Alors, le site du projet. Le mieux, c'est que peut-être, s'il y a des gens intéressés par ça, qui nous mettent un email à Jean Rondet et à Fernando Martinez. Là, vous avez les 2 emails en bas de la diapo. C'est le plus simple. À ce moment-là, on vous envoie les infos. Ok. Voilà, c'est Fernando qui est le directeur de l'Institut mycologie. Voilà, qui est le plus à même, mais voilà, moi aussi je peux fournir les renseignements. Ok, c'est parfait. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions, et puis il est pile poil 13h15, donc ça fait vraiment pile poil 1 heure. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à tout ça? Non, avec Simon, on avait un tout petit peu parlé pour faire le lien avec l'agroforesterie, mais ça, je pense qu'on en avait parlé, il y a une vidéo là-dessus, donc je pense que pour faire plus de liens avec l'agroforesterie. Mais voilà, donc sinon, s'il n'y a plus de questions, voilà. Alors, avec plaisir, s'il y a des questions après coup, n'hésitez pas à envoyer un mail et tout ça, hein, bien sûr. Si vous avez besoin de références aussi, tout ça. Il y a Simon justement qui me dit qu'il a une question. Donc, vas-y Simon. Oui, bonjour Jean.
Je me fais un peu le porte-parole de plusieurs personnes qui doivent se demander en ce moment ou peut-être parmi les gens qui vont regarder la vidéo par la suite. On parle beaucoup de mycosylviculture en forêt, ce qui a beaucoup de sens, évidemment, mais est-ce que c'est pensable et est-ce que ça a été fait dans un contexte un peu plus agroforestier tel qu'on le connaît au Québec, c'est-à-dire en haies brise-vent, par exemple? Alors, oui, on peut dire ça parce que c'est beaucoup basé sur l'histoire des bolets, hein, parce qu'en fait, en France, les travaux, quand je vous parlais de la Dordogne, du Périgord, c'est le sud-ouest de la France. Et dans le sud-ouest de la France, c'est le cep qui. Après, il y a aussi l'amanite des Césars, qui est très important. Et puis, malgré tout, quand même, les girolles, etc. Et en fait, le contexte du sud-ouest, comme ça, c'est plutôt très agricole. Hein. Donc, c'est plutôt des histoires de haies et aussi de bosquets. Et pour avoir quand même une certaine ambiance forestière. Et donc, on a pas mal de. Quand on a étudié nos histoires d'écologie des bolets, c'était plutôt dans un paysage comme ça. C'est un paysage de bocage, en fait. Voilà. Et je pense qu'ensuite, Hervé Covès, dont je vous parlais, lui, c'est un sujet qui, je crois, qui l'intéresse beaucoup, qui le passionne, à la fois pour la truffe et à la fois pour les champignons comme les cèpes. Voilà. Donc, Merci. ça existe, ouais. OK. Merci. Voilà. Moi, j'aurais peut-être une petite question en lien aussi par rapport à ça. Selon vous, ça pourrait se faire, donc un modèle économique, entre guillemets, de production de champignons, que ce soit dans les haies ou dans les bosquets, justement. C'est clair. Alors, ce qui commence à revenir beaucoup, c'est en fait l'Asie cultivait aussi beaucoup de champignons sur le bois autrefois, hein, le shiitake, etc. Et puis, avec le développement de la population en Chine, il y a 30%, je crois, de champignons produits en plus chaque année. C'est un truc de fou. On faisait quelque chose comme ça. Ils sont en train de récupérer toutes les pailles, toutes les sciures qui existent là, pour pouvoir cultiver des champignons et nous envoyer d'ailleurs des kits à produire jusque chez nous. Et en fait, il y a un déficit de champignons qui poussent sur bois, sachant que la valeur nutritionnelle et la valeur même organoleptique des champignons qui poussent sur bois, elle semble qu'elle est bien meilleure. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes productions, ce n'est pas du tout le même esprit, mais justement, dans le cadre d'une production de diversification agricole, il y a des bois qui n'ont pas une très grande valeur, plutôt que d'en faire n'importe quoi, ou de faire de la plaquette forestière, d'enlever l'humus, les sources d'humus du sol, plutôt de cultiver des champignons dans la nature et puis de laisser l'humus sur place, quoi. Donc nous, on a un gros projet avec l'épicéa, Epicéa abies. Il n'y a pas beaucoup de champignons connus, intéressants, mais il y a des pleurotes, par exemple, qui sont intéressants. Donc on va lancer l'idée de cultiver en gros des champignons sur le bois. Donc là, on a des contextes qui peuvent être un contexte agricole complètement. Et puis après, les champignons mycorhiziens, c'est évident que les cèpes, les lactaires et d'autres champignons, il n'y a pas aucune raison de ne pas essayer de. Il y avait autrefois beaucoup de cèpes dans les haies, ça faisait partie. Moi, je devais les ramasser dans des haies au-dessus de chez moi. Là. Et on trouve des belles quantités de champignons. Ouais. Donc, ça fait partie des cueillettes traditionnelles, ça. Alors, c'est pas chiffré parce que ça rentre dans les congélateurs en France, mais c'est aussi vendu au restaurant. Hein, ça, c'est une ressource importante. Si, je pense que c'est important. Ouais, donc il y a un bel avenir pour le champignon. Voilà. Après, c'est peut-être des haies un petit peu différentes, c'est-à-dire créer des ambiances forestières, au moins avec 2-3 rangées d'arbres, quoi. Pas faire des trucs trop minces, qui sont très fragiles de fait. Et voilà. À réfléchir. Ok, très bien. Bon, je pense qu'il ne me reste plus qu'à te remercier encore pour ta présentation, puis pour tout ce que tu as apporté ici. Et puis, remercier tout le monde aussi de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de votre écoute, de votre patience et tout ça. Voilà. Ok. À très bientôt. Merci, à bientôt tout le monde. Continuez à suivre la page du colloque. Bon, on arrive à la fin du colloque, mais merci vraiment à tout le monde d'avoir suivi tout ça. Et à une prochaine fois. À une prochaine fois. À bientôt. Merci Roman aussi pour l'animation. Au revoir. Au revoir.